Salut à toutes et à tous. Alors science, éducation, agriculture, transport, le numérique est omniprésent dans notre quotidien. Mais connaissez-vous réellement son impact sur l'environnement? Comment rendre le numérique plus durable? Et quels services peut-il nous rendre pour mieux comprendre et protéger notre planète? Dans cette émission, nous allons vous faire découvrir les deux facettes du numérique et les enjeux de la recherche dans ce domaine. Alors restez connectés, c'est parti. Pour passer le numérique à la loupe dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Jacques Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Heureux d'être là. On est heureux de vous recevoir aussi. Vous êtes mathématicien, enseignant-chercheur à Sorbonne Université et directeur scientifique adjoint d'INRIA. Alors INRIA, en deux mots, c'est quoi? INRIA. Alors INRIA, c'est un institut de recherche national en sciences du numérique. Sciences du numérique, typiquement, ça va être mathématiques appliquées, mathématiques tout court des fois, et puis aussi informatique. Voilà. Donc il est directement concerné par les questions de numérique et d'environnement. On est au centre du problème. D'accord. Quelles sont ses missions principales? Alors l'INRIA est un institut de recherche, donc on a plusieurs missions. Trois. La première, c'est bien sûr la recherche. On mène des recherches, certaines plus fondamentales, d'autres plus appliquées. On contribue bien sûr aussi à la formation par la recherche. On accueille beaucoup de doctorants, plusieurs centaines de doctorants par an et d'ingénieurs qui viennent chez nous se former. L'autre mission aussi chez nous, c'est bien sûr l'innovation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des recherches plutôt en amont, plutôt théoriques. On a des recherches aussi appliquées. L'idée, c'est que les résultats de ces recherches, les résultats, les avancées, les découvertes, eh bien, on en fasse profiter les gens. Profiter les gens, ça peut être d'autres collègues chercheurs dans certains cas, mais ça peut être aussi des industriels. Donc on va vers l'innovation, aller jusqu'à l'innovation, et que le fait que les résultats, les avancées sortent des laboratoires pour aller directement infuser dans les autres organismes de recherche ou dans des entreprises, chez des industriels. La troisième mission, j'ai envie de dire, c'est aussi l'appui aux politiques publiques. Vous voyez, on va parler de numérique, on va parler d'environnement, de questions qui sont sociétales et de questions sur lesquelles la puissance publique, l'État, les élus, les collectivités territoriales ont leur mot à dire, parfois par des mesures incitatives, par de la réglementation, par des bonnes pratiques à essayer de diffuser. Et donc on a un objectif ici, un rôle d'appui aux politiques publiques. Les experts qui sont chez INRIA, les chercheuses et les chercheurs, ont un rôle pour essayer de guider la politique publique et de conseiller. D'accord. Alors dans la suite de cette émission, on va s'intéresser au numérique et à son impact environnemental. Mais avant, on a voulu tester les connaissances du public. Et pour ça, on est allé dans les jardins du Muséum national d'histoire naturelle et on leur a posé une question. On leur a demandé s'ils connaissent l'expression numérique frugale. Je vous propose d'écouter leur réponse. Numérique frugal? Honnêtement, on sèche. Numérique, oui. Frugal, c'est tout ce qui est lié à la nourriture. Quelqu'un qui mange les tablettes à longueur de journée, mais numérique. Moi, j'aurais dit site internet sur la nourriture. Le fait qu'il faudrait qu'on arrête de rester tout le temps sur nos téléphones, peut-être, redécouvrir le monde qui nous entoure. Arrêt du téléphone portable pendant, je sais pas, 2 jours, 48 heures. On a cette façon aussi de rester de plus en plus sur les écrans. Et il y a des gens qui ne vivent que par les écrans aussi. Sobriété numérique, j'aurais tendance à dire en tout cas une énergie, utiliser tout ce qui est numérique, donc Insta, réseaux sociaux, mais que ça pousse pas à des consommations excessives derrière d'énergie. Consommer moins en consommant moins d'outils numériques, c'est-à-dire les ordinateurs, je pense même l'électroménager ou des choses comme ça. Mais oui, après il y a tous les matériaux non recyclables déjà, mais après il y a aussi la pollution d'Internet. Par exemple, là, je suis partie en vacances, j'ai éteint ma box. Ça m'évoque les serveurs, en fait, parce que ça chauffe énormément, donc il faut du liquide de refroidissement, il faut refroidir. Et donc du coup, tout ça, au niveau de l'énergie, ça pompe vachement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit concernés tous par ce problème. Je ne dis pas qu'il faut arrêter tout, parce que ce serait idiot, mais il faut savoir consommer d'une façon raisonnable et raisonnée. Alors,
Dans certaines réponses, on voit que c'est assez étonnant d'ailleurs, les gens ne font pas spontanément le lien entre numérique et impact environnemental. D'autres ont une petite idée, mais ça reste un peu flou. Pourtant, quand on parle de numérique frugal ou alors de sobriété numérique, c'est bien de ça dont on parle. C'est de l'impact numérique, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept qui se cache derrière, en quelque sorte? Oui. Donc effectivement, numérique frugal ou sobriété numérique. Sobriété numérique, aujourd'hui la sobriété numérique, la sobriété énergétique, beaucoup de gens en ont entendu parler. Donc effectivement, cette notion de frugalité ou de sobriété numérique, elle peut se décliner sous diverses formes. Typiquement, tous les outils numériques, ils ont diverses formes d'impacts environnementaux. Premièrement, il y a des matériaux, des minerais, des terres rares qui sont extraites. Ouais, après, ces choses-là sont transformées et sont fabriquées. D'accord, mais et en plus, après, il y a bien sûr l'utilisation et la consommation électrique de ces outils numériques. Et donc, toutes ces choses-là, ça fait un bilan environnemental relativement important. Et donc, la sobriété numérique, c'est essayer de rationaliser tout ça, de les faire diminuer par des techniques qu'on envisagera un petit peu après tout à l'heure dans notre discussion, que ça peut être le recyclage, ça peut être les usages, et puis ça peut être directement au niveau de la conception et de la recherche qui est menée liée pour fabriquer, pour designer les outils numériques. D'accord. Alors pour donner une idée un peu plus précise aux gens de l'impact environnemental du numérique, on va rappeler quelques chiffres clés, et notamment je voudrais qu'on s'intéresse à la part de la consommation électrique du numérique en France. Qu'est-ce que ça représente? Alors, les chiffres que je vais donner, c'est des chiffres qui sont précis, qui sont disponibles. Il y a eu un rapport sénatorial il y a quelques temps, il y a des rapports de l'ADEME qui sont également disponibles, mais c'est des chiffres qui sont, comment dire, pas complètement faciles à estimer. Dans le numérique, il y a des choses qui sont faites à l'étranger, qui viennent en France, donc il y a des impacts qui sont un petit peu à géométrie, qui ne sont pas du tout, pas uniquement nationales. On peut considérer qu'à peu près entre 10 et 15% de la consommation électrique française est liée au numérique. C'est assez significatif quand même. C'est bien sûr assez significatif. Alors attention, numérique, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas uniquement le téléphone ou l'ordinateur qu'on a chez soi. Il y a beaucoup de choses ici qui sont liées au numérique. Quand vous prenez le train, il y a des écrans d'affichage. C'est très large. C'est très très large. Mais 10 à 15%, c'est quelque chose de très significatif, surtout avec l'hiver qu'on va vivre, avec des contraintes assez importantes en termes de consommation énergétique. Et est-ce qu'on a une idée de l'évolution de ce chiffre? Alors, le chiffre est en forte croissance. Il est en très très forte croissance. D'un côté, on gagne en optimisation, bien entendu. On a des dispositifs qui sont moins gourmands en énergie, mais bien entendu, c'est l'effet rebond. On a une multiplication du nombre de terminaux, de capteurs, et donc c'est en très forte croissance. Alors, justement, l'idée, c'est ce qu'on va peut-être aborder ensemble, c'est justement que cette croissance-là, non seulement n'arrête la croissance, mais qu'on inverse la courbe et qu'on aille vers la décroissance. Donc, je ne vais pas donner de prédictions parce que j'espère qu'elles seront faussées et invalidées et qu'on va plutôt aller vers une décroissance. D'accord. Alors, un autre chiffre sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, ce sont les émissions de CO2. Alors, avant de dire quelles sont les causes de ces émissions, les conséquences, etc., est-ce que vous pouvez nous donner une idée du chiffre, de la part que ça représente aussi des émissions de CO2? Donc là, encore une fois, c'est difficile de dire à l'échelle nationale, mais à l'échelle un peu plus globale, qu'est-ce que ça représente? Voilà, alors les chiffres qu'on a sont assez consolidés quand même, autour de 2,5%. 2,5% des émissions de CO2 sur Terre sont liées au numérique, à peu près. Je donne à peu près, c'est un ordre de grandeur. À nouveau, c'est quelque chose qui est en très forte augmentation. On annonce pour la décennie à venir autour peut-être de 6 ou 7%, mais encore une fois, ce sont des prédictions et justement, l'idée, c'est de les invalider et de ne surtout pas arriver à ces chiffres-là. Voilà. Bon, mais alors, nous, quand on utilise du numérique, quand on utilise notre ordinateur, notre téléphone, il n'y a pas de la fumée qui sort de cet appareil. Donc, d'où provient ce CO2? Alors, le CO2, j'ai commencé à le dire tout à l'heure. Enfin, le CO2 et les pollutions environnementales de façon générale, mais par exemple le CO2, on peut voir 3 origines. La première, c'est la fabrication. On l'évoquera peut-être tout à l'heure, il y a des terminaux, il y a des capteurs, il y a des réseaux. La fabrication nécessite beaucoup de métaux, des terres rares qui sont extraites, et ça demande beaucoup d'énergie pour extraire ces minerais. Il y a ensuite l'étape de fabrication, bien entendu, et ensuite il y a l'utilisation. Tous ces systèmes-là, ils ont besoin d'électricité pour fonctionner. Et la dernière chose, c'est le recyclage. Malheureusement, on n'est pas très très fort en termes de recyclage. Il y a beaucoup de téléphones qui marchent encore et qui dorment dans les tiroirs des armoires. Et donc ça, bien sûr que s'ils étaient remis en vie, réutilisés et recyclés, on aurait sans doute un peu moins de terres rares à extraire. D'accord, alors vous parlez des terres rares qu'il faut extraire, mais en plus c'est une ressource qui s'épuise, donc c'est encore un autre impact.
Là, ça émet pas de CO2, enfin je veux dire, l'extraction émet du CO2, mais je veux dire, on épuise les ressources en plus. Donc, bon. Vous avez tout à fait raison. On considère qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 métaux qui sont présents dans un téléphone portable. Beaucoup de ces métaux on en a des réserves qui sont limitées, très localisées. Alors bien entendu, il y a des jeux de substitution possibles d'un métal avec un autre, mais malgré tout, disons que on n'est pas très durable avec la consommation qu'on a actuellement et les réserves dont on dispose. On ne peut pas se projeter très très loin dans le temps, bien entendu. Et dans le numérique, il y a aussi toute la partie qu'on ne voit pas. Donc tout ce qui est derrière nos ordinateurs, nos téléphones, etc. Les réseaux, les data centers par exemple. Mais ça, la part est moins importante. Leur part dans l'impact environnemental est moins important. Effectivement. Alors, je ne vais pas donner beaucoup de chiffres, parce que je ne veux pas noyer les gens sur les chiffres, mais je vais quand même en donner quelques-uns. Si on considère que l'impact environnemental numérique, c'est 100, on a tendance à considérer vraiment que les terminaux, donc les terminaux, ça va être les téléphones portables, les ordinateurs, c'est 70% de l'impact environnemental. Les data centers, donc ces grosses fermes numériques où on stocke les données, où des microprocesseurs peuvent travailler, ça va être une vingtaine de pourcents. Et les réseaux, ça va être à peu près une dizaine de pourcents. Donc ces trois quantités-là, aucune n'est négligeable, bien entendu, mais ça reste les terminaux qui restent de loin qui ont l'impact le plus important, bien entendu. D'accord. Alors la France s'est dotée d'une feuille de route numérique et environnement et un des objectifs c'est évidemment de réduire notre consommation de numérique. Alors c'est dur de donner un chiffre encore une fois, mais peut-être on peut se demander par quoi on commence. On commence par réduire quoi en fait dans le numérique? Alors le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, je vais le redonner. 70% des impacts environnementaux viennent de la fabrication des terminaux. Pour un téléphone portable, typiquement, c'est quasiment 90%. 90%. Donc moi, je vais vous donner un truc. Si vous voulez diviser votre impact environnemental par 2. Et diviser par 2, c'est pas rien quand même. Des fois, quand on parle de 5%, 10%, vous voyez, 10% en énergie, c'est de cet hiver, on trouve que ça dure. Là, c'est divisé par 2 d'un coup. Et ben, au lieu de le changer tous les 2 ans, si vous changez tous les 4 ans, vous avez quasiment divisé par 2 votre impact environnemental. Après, bien sûr, il y a les usages, il y a d'autres choses, on sera peut-être amené à en parler, mais honnêtement, l'obsolescence ou le fait qu'on renouvelle très très vite nos matériels, c'est quand même le point numéro 1 sur lequel on peut très facilement agir en augmentant la durée de vie des appareils numériques, électroniques dont on dispose. Voilà, c'est vraiment le point numéro 1. Il y en a d'autres, mais je donne celui-là, c'est vraiment celui qui est primordial. D'accord. Bon, alors là, on a évoqué un peu tous les aspects négatifs du numérique, mais les outils numériques rendent aussi de très nombreux services, notamment à la communauté scientifique, pour mieux comprendre notre environnement et pour évidemment le protéger aussi. C'est le cas par exemple dans l'étude du climat et des phénomènes océaniques. Je vous propose qu'on le découvre avec notre prochain invité. C'est notre moment l'esprit d'équipe. Bonjour Nina Guillon, installez-vous tranquillement. Vous allez bien? Merci. Alors, mettez le micro un petit peu plus proche de votre Comme bouche. Ça Parfait. Super. Alors, vous êtes maîtresse de conférence au laboratoire Jacques-Louis Lyon à la faculté des sciences de Sorbonne Université et vous êtes membre de l'équipe Ange Inria. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, de façon très résumée, vos travaux visent à construire des modèles et des simulations des phénomènes océaniques. Ça reste un peu vague pour nous, si j'ose dire. Alors, on va commencer par rappeler quelques notions de base. Quelle est la différence entre modélisation, simulation? Voilà, on va reposer les choses pour les gens. Expliquez-nous. Alors, c'est 2 étapes nécessaires pour réussir à faire une prévision d'un phénomène physique qui nous intéresse. Donc, on a une première étape qui va consister à traduire ce qui nous intéresse. Donc, dans mon cas, ça va être l'océan ou des lacs et des rivières en équations mathématiques sur lesquelles on pourra réfléchir et calculer. Donc, dans mes travaux, c'est souvent les équations de la mécanique des fluides qui sont bien connues maintenant. Et puis, il y a une deuxième étape qui consiste à mettre ces équations dans un ordinateur parce que ces équations sont trop complexes pour qu'on puisse trouver la solution nous-mêmes à la main. Donc, on va confier cette tâche à un ordinateur. Et ce passage de passer des équations des mathématiques à un algorithme qui fonctionne et qui donne des résultats dans lesquels on a confiance, et qui sont précis et qui reproduisent ce qui nous intéresse, c'est tout un travail et c'est le mien. D'accord. Et donc on obtient au final une simulation. D'ailleurs, je crois qu'on a une image à montrer d'une simulation de tsunami. C'est ce qu'on peut obtenir comme résultat à la fin finalement. Tout à fait. Là, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est ça? Alors là, c'est le phénomène qui va produire le tsunami. D'accord. Donc là, oui, on a un séisme
qui déclenche cette grande vague, qui en fait au large n'est pas si haute que ça, comme on le verra, mais qui est très très large. Et puis en arrivant près des côtes, comme les fonds marins remontent, la vague va elle aussi devenir beaucoup plus haute et toujours relativement large, ce qui peut mener à des impacts sociétaux énormes. Et donc à la base, tout ça est régi par des équations mathématiques sur lesquelles vous travaillez. Alors pourquoi on utilise ces simulations pour étudier l'océan et le climat? Pourquoi elles sont utiles? À mon avis, elles sont plus qu'utiles, elles sont indispensables. En ce qui concerne le climat, je pense que tout le monde est conscient qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 50 ans pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc on se demande quel est notre futur et pour ça, les simulations numériques sont un outil essentiel puisqu'elles sont rapides. Et puis un autre avantage du numérique, c'est que quand on est dans le monde virtuel, tout est possible. Et donc on va pouvoir tester différents scénarios, se demander voilà, si on suit telle trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, quelles vont être les conséquences, à quel endroit. On va pouvoir apporter des réponses précises là-dessus. Donc on essaye le champ des possibles et on essaye de se servir de ces outils pour avoir une influence sur les décisions mondiales qui sont prises sur les aspects climatiques. D'accord. Alors vous l'avez dit, donc pour représenter ces phénomènes, il nous faut des équations mathématiques, c'est les ingrédients de départ. Il nous faut en quelque sorte le four, c'est l'ordinateur, pour obtenir un joli gâteau. Je fais une image comme ça. Mais bon, pour arriver à ça, à ce résultat, il faut faire des choix. Et on va prendre un exemple pour un peu illustrer votre travail. Alors, ce qu'on va montrer, c'est un choix qu'on va avoir. Alors, c'est pas ça. On va montrer une autre image qu'on a. Vous allez nous expliquer, vous allez réussir à nous expliquer pourquoi il va falloir faire des choix et pourquoi c'est important. Alors voilà, on a l'image qui arrive. Vous allez voir. On va la proposer aux gens. Voilà. Donc là, déjà, expliquez-nous ce qui est représenté, ce qu'on voit. Alors, ce qui est représenté, ce qui nous intéresse ici, ce qu'on aimerait réussir à avoir comme gâteau, c'est la courbe en noir. Et on peut imaginer que c'est par exemple la hauteur de l'océan ou sa température, c'est vraiment le phénomène physique qui nous intéresse. Donc c'est cette courbe en noir. Et plus précisément, à l'intérieur des équations, on a besoin d'avoir accès à ce qui s'appelle la dérivée, qui est représentée par la courbe en rouge ici, la droite en rouge. Et donc cette droite en rouge, elle nous dit si localement la courbe est très pentue ou au contraire si elle est très plate. D'accord. Donc c'est un ingrédient auquel on aimerait avoir accès. La difficulté, c'est qu'un ordinateur, il a une mémoire finie. Il ne peut stocker qu'un nombre fini d'informations. Et ça a pour conséquence qu'on n'a pas accès à toute la fonction en noir, mais on a seulement accès à ces valeurs là où il y a des flèches qui sont indiquées. Okay. Donc on doit faire un choix pour approximer cette droite rouge là en utilisant seulement les endroits où il y a des flèches. Et c'est assez naturel de faire un des trois choix qu'on a sur le dessin. Soit on utilise le point du milieu et celui de gauche, soit le point du milieu et celui de droite, soit le point de gauche et celui de droite. Donc là, la question, c'est lequel de ces trois petits segments est le plus parallèle à la droite rouge qui nous intéresse? Je ne sais pas si vous avez une opinion. Celui qui utilise les points les plus excentrés, on a envie de dire. Oui, effectivement, on se rend compte qu'il est plus parallèle que les autres et ça peut se démontrer de manière rigoureuse mathématiquement. Donc votre intuition est juste, c'est vraiment celui-là qui semble le plus pertinent à première vue. Alors on va voir que si on fait ce choix-là, on va voir quel est le résultat derrière. On a une autre animation qui va montrer finalement la conséquence sur la simulation. Alors vous allez nous décrire ce qu'on va voir à l'écran. Donc là par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Alors à droite, on a le choix qui semblait intelligent que vous avez fait et à gauche, on a un choix moins bien. Et vous voyez que ce qu'on veut approcher, la figure noire, ça s'est vraiment très mal passé à droite avec ces oscillations de plus en plus fortes. Je pense que vous n'êtes pas prêt à utiliser ça pour approcher ce phénomène physique. Alors qu'à gauche, sur un choix qui semblait peut-être moins bon, on a des résultats numériques qui sont tout à fait acceptables avec une erreur qui est raisonnable. Alors, et à travers cet exemple, qu'est-ce qu'on veut expliquer? C'est que finalement, on peut, par des petites erreurs d'équation, brouiller complètement ce qu'on veut observer dans notre simulation? Alors là, ce qu'on observe, c'est que des choix qui pouvaient paraître pertinents en apparence mènent parfois à des erreurs qui s'accumulent au cours du temps de manière complètement catastrophique. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'instabilité numérique. Et alors, je vous rassure, il est très très bien compris et donc on sait l'éviter dans les simulations numériques. Et en comprenant pourquoi ces instabilités arrivent, on a de nouvelles idées pour faire des schémas plus robustes et plus précis. D'accord. Donc l'idée, c'est d'éviter ça
pour pas que ce soit contre-productif? Ça, on l'évite en toutes circonstances. D'accord. Et alors, un des objectifs de votre travail, c'est donc d'améliorer en permanence ces simulations. Comment vous faites, finalement? Alors, comment on fait? Souvent, on essaye d'isoler des questions un peu précises sur lesquelles on va pouvoir travailler. Donc, ça peut être voilà, des solutions qui nous sont données par la physique, dont on sait qu'elles sont très importantes, et donc on va faire tout un travail pour les préserver exactement. Et ensuite, on a toute une expertise mathématique qui nous donne des propriétés des algorithmes qui nous intéressent et qu'on est sans cesse en train d'améliorer et de disséquer. D'accord. Alors, après tout ça, on a envie de se dire, est-ce que les simulations qu'on utilise déjà aujourd'hui, est-ce qu'elles sont fiables, quand même? Oui, tout à fait. Il n'y a absolument aucun doute que les simulations numériques qu'on fait pour le climat sont fiables. Je vais vous donner deux raisons différentes. La première, c'est que elles sont testées contre des données, donc on sait que les algorithmes utilisés pour l'océan sont capables de reproduire ce qu'on veut. Dans le cas du réchauffement climatique, malheureusement, on est en plein dedans, donc on peut aussi le confronter aux données de réchauffement qu'on a maintenant, et on observe, voilà, on est capable de reproduire le passé, et donc on a confiance sur le futur. C'est aussi des simulations numériques qui sont faites et qui sont répétées sur des codes indépendants les uns des autres, développés par des équipes différentes et qui obtiennent tous le même résultat, la même direction. L'autre point, c'est que ces codes, on ne cesse d'y réfléchir. On ne cesse de s'interroger dessus, d'assurer des propriétés mathématiques, de les étudier sous toutes leurs coutures. Et pour moi, les deux combinés font que ces schémas sont fiables. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour vos explications sur ces modèles et ces simulations numériques. Finalement, on se rend compte que c'est un outil indispensable pour la recherche scientifique et notamment dans le domaine du changement climatique. On va retourner faire une petite pause dans les jardins du MNHN et cette fois on leur a demandé si le numérique était un ami ou un ennemi. Alors écoutez leur réponse. Alors là, je pense que c'est compliqué. Hein. Un ennemi. Charger son téléphone, ça consomme de l'énergie. Aller sur Internet, c'est pareil. Donc ça serait plutôt un ennemi, ouais. À la fois, on peut penser oui, que c'est un ennemi parce que ça pollue, mais bon... Pour véhiculer des bons conseils, les choses à faire, ça peut être un outil aussi. Par exemple, le fait de diffuser aussi des prises de parole ou des réflexions un peu communes, ça peut aider. Donc le numérique, en soi, je pense que ça peut être un allié pour l'environnement. Avant, quand on cherchait une publication scientifique sur Internet, il y a encore 15 ans de ça, on galérait vraiment, alors que maintenant, il suffit de taper juste le mot-clé et PDF derrière et on l'a tout de suite. Pour faire des observations à certains endroits, drones, des choses comme ça, ça peut être très intéressant. Mais à la fois, ça consomme beaucoup d'énergie et on se rend de plus en plus dépendant. C'est comme tous les outils, il faut bien l'utiliser. Hein. Je vais un peu dire, c'est un peu comme un couteau. Hein. Ça peut nous aider à découper notre viande et puis on peut tuer quelqu'un aussi avec. C'est un paradoxe. Ouais, c'est un paradoxe. Alors, on voit que les avis sont partagés. Jacques, quand vous écoutez les gens réagir, ça vous évoque quoi? Je pense que ces gens, ils ont vraiment exactement résumé la problématique. Le numérique, c'est à la fois une partie de la solution et une partie du problème aux questions de réchauffement climatique et de transition écologique. Moi, je suis mathématicien, avec ma collègue Nina, là, je résous des équations, et ça, c'est une équation compliquée. C'est celle qu'on cherche à résoudre, de minimiser l'impact environnemental du numérique direct, celui qu'on a évoqué ensemble juste avant, et par contre de maximiser cet impact qui est souvent plutôt indirect. On va peut-être évoquer un certain nombre de sujets, la mobilité, l'agriculture et d'autres. Et là, cette fois-ci, le numérique doit contribuer à la transition écologique. Et encore une fois, c'est cette équation-là qui est effectivement très compliquée, mais c'est les deux faces de la même pièce. Et vraiment, c'est sur les choses sur lesquelles on travaille à l'INRIA et avec ma collègue Nina à l'université. Très bien, écoutez, vous me faites une transition toute trouvée, effectivement, puisque du coup, une façon de compenser un peu les effets négatifs du numérique, c'est de développer des projets de recherche qui sont en lien avec le développement durable, notamment avec les énergies marines. Comment il intervient dans le cadre de ces recherches, par exemple? Effectivement,
une des questions posées par le numérique ou par la crise environnementale qu'on vit, c'est l'énergie. On consomme beaucoup d'énergie, la combustion de ces énergies-là émettent beaucoup de CO2. Bien entendu, si on arrive à avoir des énergies renouvelables, comme typiquement les énergies marines, bien sûr, on va baisser fortement notre empreinte environnementale. Alors là, sur l'image qu'on voit, typiquement, on a des éoliennes, donc des systèmes qui vont récupérer l'énergie du vent. On peut aussi envisager des systèmes qui vont récupérer l'énergie des vagues. Sur Terre, il y a beaucoup d'énergie disponible, le vent, le soleil, les vagues. Et on pourrait essayer c'est même pas qu'on pourrait, c'est qu'on essaye de trouver des systèmes qui vont convertir cette énergie-là, typiquement, par exemple, en électricité. Et là où peut intervenir les mathématiques appliquées, le numérique, la simulation, comme l'a dit ma collègue Nina juste avant, c'est d'essayer de construire des modèles pour optimiser des systèmes de telle sorte qu'ils capturent le plus d'énergie possible dans ces phénomènes géophysiques pour le transformer le plus efficacement possible en électricité, par exemple. D'accord. Il y a un autre domaine dans lequel le numérique se développe beaucoup en ce moment, c'est l'agriculture. Et là encore, quel est l'objectif ? Comment on peut trouver des solutions grâce au numérique dans l'agriculture ? Voilà, alors l'agriculture, c'est vraiment un très très bon exemple. C'est un très bon exemple parce que dès qu'on dit réduire notre impact environnemental, on pense à supprimer un certain nombre d'activités. Alors je vais en citer une, l'avion. Ne prenons pas l'avion, l'avion effectivement a un impact très important. Pour l'agriculture, le problème il est différent. L'agriculture a un bilan environnemental assez important, très important, mais on ne peut pas supprimer l'agriculture. Il faut continuer à nourrir de façon saine et durable les gens. Et donc là, l'équation à résoudre, elle est vraiment très compliquée et le numérique peut contribuer. Je vais donner un exemple. Dans un champ, comme par exemple l'image qu'on voit ici, ou dans un verger ou dans une vigne, il y a un certain nombre de parasites qui peuvent se développer, de maladies et de carences. Qu'est-ce que peut faire le numérique ? Eh bien, il peut diagnostiquer tôt. Si vous voulez faire de l'agriculture bio ou de l'agroécologie, un des maîtres mots, c'est être au courant très tôt des carences ou des attaques de maladies. Et ça, le numérique, vraiment, peut aider ça. Pourquoi ? Pour compenser, pour traiter, utiliser des produits phytosanitaires en moins grande quantité et de façon beaucoup plus locale et beaucoup mieux dosée. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres, mais c'est un exemple où vraiment le numérique a un impact indirect sur l'environnement positif. D'accord. Une autre façon d'agir, c'est de réfléchir à la façon dont on construit par exemple, les algorithmes, des choses comme ça, on fait de l'éco-conception. Ça existe, ça ? Oui, bien sûr. L'éco-conception des services numériques, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un outil numérique ou un service numérique, ça nécessite toute une chaîne de la production de l'outil, des composants, à l'algorithmique, comme qui a été évoqué par ma collègue, à son utilisation. Et on résout de façon un petit peu systémique pour essayer de minimiser toute la chaîne ici de production pour avoir un bilan environnemental le meilleur possible. Je vais donner un autre exemple. On l'a dit tout à l'heure, dans les data centers, les data centers, on utilise de l'électricité pour faire tourner les ordinateurs et on utilise aussi de l'électricité ou de l'eau pour les refroidir. Un ordinateur et un data center, ça chauffe énormément. Et on a un projet de recherche qu'on va lancer dans une dizaine de jours avec l'agence, avec l'ADEME et puis avec un industriel qui s'appelle Carnot Computing. Ce projet, ça vise à récupérer la chaleur des data centers pour chauffer des maisons ou chauffer des installations. Donc alimenter directement des réseaux de chauffage collectif. Voilà typiquement le genre de choses où l'éco-conception et la sobriété peuvent vraiment aller dans le sens de la transition écologique. Après, il y a quand même un piège à éviter, c'est celui de la solution technologique qui résout tous les problèmes. Comment on peut éviter ce problème-là ? Exactement. Alors, l'idée n'est pas d'aller vers le solutionnisme technologique et de proposer un outil numérique pour régler chaque problème. Bien entendu, non. Et donc, c'est vraiment très important ici d'avoir en tête cette démarche un petit peu systémique que j'ai mis avant et de penser dès le départ un outil numérique pour quoi faire, pour qui et pourquoi faire. Donc avoir vraiment cette vision-là, et bien sûr, ça passe aussi par travailler avec des gens qui sont autour de notre communauté de sciences du numérique, de mathématiciens et d'informaticiens, par exemple des gens des sciences humaines et sociales, et d'avoir vraiment des collaborations avec eux et une co-construction des outils numériques pour répondre effectivement à des besoins avec, encore une fois, ces contraintes d'éco-conception derrière. Peut-être une autre façon d'agir aussi, c'est par la formation des plus jeunes, des futurs chercheurs dans votre domaine. Est-ce que déjà vous avez l'impression, vous qui êtes enseignant-chercheur, est-ce que vous avez déjà l'impression qu'il y a un changement des mentalités, que voilà, ces problèmes-là sont plus pris en compte ou pas ? Oui. Alors c'est effectivement une question vraiment très importante. On travaille énormément là-dessus.
à l'INRIA, et d'ailleurs dans les universités, au CNRS, à l'INRAE, dans beaucoup d'organismes de recherche, il y a énormément de choses qui sont faites en termes de médiation scientifique, de formation bien entendu, pour les élèves et les étudiants qu'on a en face de nous, mais aussi pour tout le monde. Bon, là, ici autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont des utilisateurs du numérique. Je vais citer quelque chose qui est un MOOC sur la plateforme FUN, France Université Numérique, qui s'appelle Impact environnementaux du numérique. Les gens qui veulent aller regarder dessus vont trouver beaucoup de chiffres, d'analyses, d'explications et de conseils et de bonnes pratiques. Ces aspects de médiation sur ces questions qui sont compliquées, on a dit tout à l'heure, il y a souvent, c'est les deux faces de la même pièce. Et donc c'est effectivement très important pour nous d'expliquer, de faire de la pédagogie, comme par exemple on le fait aujourd'hui dans le cadre de cette émission. D'accord. Et j'imagine que la recherche aussi peut s'adapter et trouver une autre façon, on peut pratiquer la recherche d'une autre façon pour limiter l'impact. Alors là, je ne parle pas des recherches qui sont menées, mais de la façon de pratiquer la recherche. Exactement. Les chercheurs, on ne peut pas dire « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Il faut donner l'exemple. Exactement. On doit absolument donner l'exemple. Et le donner l'exemple, ça se traduit sur plusieurs aspects, mais je vais en citer un particulièrement, c'est notre façon de travailler et puis notre façon de nous déplacer. Dans un chercheur, il est des fois dans son bureau, il travaille, et puis là, de nombreuses occasions, il participe à des manifestations, des congrès avec d'autres chercheurs qui ont souvent lieu effectivement à l'étranger, avec un certain nombre de déplacements. Et donc typiquement, ça, c'est un élément qu'on doit énormément réduire. Il y a des moyens maintenant de visioconférences, d'événements en distanciel et ce genre de choses, donc on doit forcément s'adapter. Et l'autre façon aussi, je pense, c'est intrinsèquement, c'est sur nos sujets de recherche. Je pense qu'on doit mettre la contrainte environnementale au centre de nos sujets de recherche, de nos préoccupations de recherche, et chez beaucoup de chercheurs, ça veut sans doute dire d'infléchir, de réorienter légèrement les sujets de recherche pour prendre en compte cette contrainte-là et avoir des applications et être utile directement à la transition écologique. Et vous le sentez ça déjà, cette prise de conscience, dans les projets de recherche qui sont menés? Oui, alors j'ai souvent l'habitude de dire que tout le monde se sent concerné par les questions environnementales. Les gens qui sont impliqués sont un petit peu moins nombreux, mais ils sont en forte croissance. Et honnêtement, on en discutait avec ma collègue, je crois, hier, entre avant l'été et après l'été, on a vu des incendies, des sécheresses, des températures élevées, et on a l'impression qu'il y a presque un avant et un après, et que la machine est en train de s'emballer, et dans le bon sens, en termes de prise de conscience et de volonté, par ces actes et par ces recherches, d'être utile et de contribuer à ces recherches et à ces travaux en faveur de l'environnement. Nina, je m'adresse à vous maintenant. Vous n'êtes pas experte, vous nous l'avez expliqué, vous n'êtes pas experte du climat, et voilà, mais plutôt des modèles et de la simulation. Mais vous apportez quand même votre brique à l'édifice, en quelque sorte, par ces modèles. Ça vous tient à cœur, ça, de faire ce travail ? Oui, moi je suis vraiment ravie d'avoir réussi à réorienter mes recherches dans cette direction. C'était vraiment des questions qui me taraudaient en tant que citoyenne. Et le fait d'avoir réussi à aligner mon métier sur ces questions-là et de prendre conscience que même si je ne comprends pas tout, que je n'ai pas une expertise globale, ce qui est le cas de l'immense majorité des gens, l'expertise que j'ai, je peux choisir de l'utiliser dans cette direction-là. Et je crois que dans la jeune génération qui arrive, ils vont arriver avec une exigence bien plus forte là-dessus, d'aligner leur métier avec leurs convictions personnelles, et ça va être très enrichissant pour les recherches futures et le quotidien du futur. D'accord. Alors, à votre échelle individuelle, tous les deux, est-ce que vous avez déjà mis en place des gestes pour réduire votre impact du numérique? C'est un peu la question piège. Ah oui, bien sûr. Alors, par les activités quotidiennes, familiales, dans les déplacements. Je ne vous montre pas mon téléphone, il fait la honte de mes enfants, tellement il est vieux, antédiluvien, disons-nous. Et l'autre façon, je pense aussi, c'était de faire de la pédagogie. C'est-à-dire que vous voyez, les gens que vous avez interviewés, je pense qu'ils ont mis le doigt sur le problème, mais on est victime d'injonctions contradictoires. Le numérique, c'est bien et c'est pas bien. Mangeons des fruits, ah mais oui, mais il y a des pesticides dedans. Mangeons du poisson, mais il y a la surpêche. Et donc, nous, notre jeu, c'est aussi ça. Enfin, notre objectif, c'est aussi ça, c'est d'éclairer un petit peu le débat, de quantifier les choses et de dire, écoutez, voilà, c'est sans doute un petit peu plus avantageux. Et une autre façon de répondre à votre question, je retourne la question souvent aux gens en leur disant, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer comme ça ? C'est-à-dire que ma façon d'inciter les gens à bouger, c'est de dire,
pensez-vous qu'on peut continuer encore comme ça pendant longtemps? Voilà. Et généralement, c'est une question quand même qui est assez, comment dire, on a du mal à y répondre par l'affirmative. D'accord. Peut-être qu'une autre solution, une dernière solution, ce serait aussi de changer d'échelle, parce que bon, nous, individuellement, on peut agir, mais peut-être qu'il faut repenser aussi plus globalement les choses. Notre façon de consommer, ça se réfléchit à l'échelle globale, non? Oui, bien entendu. Nos usages, ils sont importants. Après, je vais répondre peut-être pas d'une façon un petit peu détournée, mais je vais prendre un autre angle. Et effectivement, on vit dans une société qui pousse à beaucoup de consommation. J'ai parlé tout à l'heure du renouvellement des terminaux et des téléphones portables auxquels on est assez largement incité. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait un modèle économique, économique pour la transition écologique. C'est-à-dire, si la transition écologique, c'est uniquement la frugalité, les restrictions, les privations, la sobriété, ça sera beaucoup plus dur à faire accepter. Si par contre, si on propose une trajectoire qui est beaucoup plus désirable, et quand j'ai dit modèle économique, je veux dire par là que il ne faut pas qu'on lutte qu'on rame contre le courant. Il faut vraiment que pour les entreprises aussi, que ce soit très vertueux et bénéficiaire pour elles d'avoir cette attitude en faveur de l'environnement. D'accord. Bon, merci beaucoup Jacques, merci Nina de nous avoir fait cette analyse du monde numérique. J'espère qu'on aura donné quelques pistes justement aux gens pour agir et réduire un peu leur impact environnemental du point de vue numérique. On va continuer un petit peu plus tard avec d'autres émissions. Nous, on va se retrouver dans un instant aussi pour une autre découverte scientifique. Merci à vous d'avoir suivi. On se dit à très bientôt. Ciao les sorciers.